Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je reçois Adrien Abosi, auteur notamment de L'affaire Dreyfus. Adrien Abosi, bonjour. Salut cher Pierrot. Merci d'être venu à Genève aujourd'hui. Ah, je voulais quitter l'Union Européenne, donc je suis venu en Suisse même. Profite, c'est pas sûr que ça dure, mais enfin, on fera tout ce qu'il faut pour. Je te reçois pour parler de ton excellent livre, L'affaire Dreyfus, Merci. entre farce et grosse ficelle. Mais avant de parler de ton excellent livre, pour te présenter, tu es avocat à Paris. Suisse, oui. Tu es également passionné d'histoire C'est peu de le dire. et écrivain avec ta maison d'édition qui s'appelle Altitude. Alors, avant de commencer, parlons de la chronique judiciaire. Aujourd'hui, cette semaine, à Paris, il y a eu le jugement a été rendu sur l'affaire qu'on appelle l'affaire Méric. Est-ce que c'est l'affaire Dreyfus du XXIe siècle? Pas tout à fait, parce que les conséquences ne sont pas du tout du même ordre, je dirais. Ceci étant dit, le délibéré de l'affaire Méric m'a particulièrement choqué. Je dirais le déroulé aussi du procès, car j'ai eu l'impression que ce qu'on a jugé, ce n'était pas tant les accusés que l'extrême droite. On a l'impression qu'en fait, c'est la gauche bien pensante qui a fait le procès de l'extrême droite. Pourquoi dis-je cela? Moi, je suis avocat, ce qui m'intéresse, c'est les pièces dans le dossier. Je retiens que le juré a retenu l'utilisation d'armes, alors que tous les médecins légistes disent qu'on n'en sait strictement rien. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas eu d'armes, mais ils disent qu'on ne peut pas affirmer que armes il y a eu. On avait cru comprendre que les antifas avaient attaqué l'Esquine ou qu'ils les avaient attendus, mais apparemment c'est pas tout à fait cette version qui a été retenue encore une fois dans le jugement. Donc on a l'impression que les éléments factuels du dossier n'ont pas été pris en compte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes face à une cour d'assises et que la cour d'assises est souveraine, et qu'elle fait ce qu'elle veut, indépendamment des pièces du dossier, puisqu'elle juge en fonction de son intime conviction. Mais le sentiment de malaise que j'ai eu, c'est que vraiment on a eu la sensation que c'est l'extrême droite qui a été jugée par la gauche. D'ailleurs, j'avais entendu un des avocats de la défense, quelques heures ou quelques jours avant le verdict, insister sur le fait que ces témoins ont changé, qu'ils sont plus d'extrême droite, qu'ils sont plus des fachos. Mais on s'en fout. Le juge, c'est pas son problème que les mecs soient des fachos ou pas, théoriquement. La seule question qui compte, c'est quels sont les éléments du dossier. Et j'ai eu l'impression que ces éléments du dossier n'ont pas tellement été pris en compte. Il y aura un appel apparemment, et j'espère qu'en appel, la condamnation sera moins lourde. Et après, je ne veux pas croire qu'elle le soit autant. Je ne veux pas croire. Alors, pour terminer sur ce point, pendant des décennies, les organisations pour les droits de l'homme, humanistes, etc., nous ont rabattu les oreilles, ou pour ne pas dire casser les couilles, avec Mandela, avec les différents dissidents fermés en prison en Birmanie, au Tibet, en Chine, et j'en passe, et des meilleurs. Et parfois avec raison, il faut le dire, et souvent avec raison, dans des pays où on ne respecte pas les règles du droit, où on enferme les gens sans leur signifier la raison de leur emprisonnement, on leur donne pas de représentation légale, on leur donne pas accès au dossier, etc., etc. Nous connaissons tous ces éléments fondamentaux du droit. Où sont ces associations aujourd'hui dans l'affaire Méric ou par exemple dans l'affaire Tommy Robinson en Angleterre? C'est une question beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Alors, donc nous faisons cette interview, j'ai quasiment terminé un petit bouquin sur Jean Jaurès. Et j'essaie de comprendre dans ce livre pourquoi la gauche rend fou, concrètement. Et la problématique se croise avec celle que tu soulèves là. C'est-à-dire que l'homme de gauche est fou parce qu'il a une mauvaise conception de la nature humaine. Et qu'il pense que l'homme est bon. Or, l'homme n'est ni bon ni mauvais, il a les deux en lui. Mais l'homme de gauche est persuadé que l'homme est bon, et l'homme est bon donc en général, mais il y a quand même une exception, qui est l'exception des sous-hommes, qui, elle, n'est pas bonne. Parce qu'elle rejette notamment les idées des droits de l'homme et compagnie, parce qu'en France, elle rejette les valeurs de la République. Qui sont ces sous-hommes? Sous l'affaire Dreyfus, c'est ce qu'on appelait les cléricaux, les nationalistes, parfois les jésuites. Aujourd'hui, c'est les fascistes, les racistes, les antibiotiques, etc. etc., etc., etc. Donc, comme les accusés font partie du camp des maudits, on leur dénie les droits élémentaires qui sont théoriquement réservés à tout un chacun. Donc en fait, pour ces associations dont tu me parles qui sont de gauche, il n'y a pas de problème. Le mal est châtié.
Et pas de liberté pour les ennemis de la liberté, comme disait Saint Injuste, n'est-ce pas? Exactement. Pas Saint Injuste. Qui a eu beaucoup de sang sur les mains. Voilà, ouais. Et il a été châtié assez rapidement d'ailleurs. Comme quoi. Ouais. Alors revenons, merci pour cette... par parenthèse, ton avis est le même que celui de Stéphane Molyneux. Pour ceux qui connaissent, ça vaut la peine de voir que les grands esprits se rencontrent. Revenons à ton livre, L'affaire Dreyfus, entre farce et grosse ficelle. Donc c'est un livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, parce que je suis moi-même passionné d'histoire, et que pendant... je veux dire, l'affaire Dreyfus fait partie de la mythologie républicaine, et aussi de... je veux dire, ça c'est légitime, bien sûr, de l'histoire de France. C'est une affaire qui a marqué pendant longtemps à la fois l'histoire, mais aussi l'imaginaire collectif, et encore jusqu'à aujourd'hui, les livres d'histoire. Et l'histoire telle que l'on enseigne aujourd'hui, on enseigne à nos petites têtes blondes, enfin plus tellement blondes, mais enfin on nous enseigne encore la méchanceté des méchants antisémites de l'armée française qui en ont voulu à Monsieur Dreyfus. Alors, qu'en est-il? Et peut-être d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Pourquoi ce sujet? Alors, déjà, vieux de plus d'un siècle. Je vais dire une chose. Moi, je suis un amoureux d'histoire. Je suis pétri par l'histoire. J'en lis très souvent. Et n'importe quel sujet qui touche l'histoire de France m'intéresse. J'aurais pu très bien écrire, peut-être que je le ferai un jour, l'histoire des Vikings qui débarquent en Normandie, tu vois. Enfin, qui à l'époque ne s'appelait pas encore la Normandie. Donc tout ce qui touche l'histoire de France, quand on est français, de toute façon, a vocation à nous intéresser. Ensuite, moi, j'avais été marqué, quand j'étais donc ado, j'avais été marqué par un téléfilm qui est passé donc à la télévision, comme son nom l'indique, qui était sur l'affaire. Et en plus, j'aime beaucoup La Belle Époque, donc tout ça m'avait vraiment imprégné. Et ce qui m'a fait aller vers l'affaire Dreyfus, alors déjà, je sais que l'affaire Pétain est passée par là, et donc j'ai quand même une jurisprudence qui me dit que parfois la République a une approche, je dirais, partiale des événements. Et pendant l'affaire Pétain, j'ai découvert une plume française que j'aime beaucoup, qui est André Figueras. Et André Figueras a écrit un bouquin sur l'affaire Dreyfus, qui s'appelle Ce canaille de Dreyfus. C'est un jeu de mots avec une pièce du dossier. Alors, le bouquin, moi je l'aime beaucoup parce que si tu veux, je connais déjà l'affaire Dreyfus. Maintenant, je la connais vraiment. Je connais toute la boutique, quoi. Mais si tu veux, pour aborder l'affaire Dreyfus, alors si, c'est pas mal pour l'aborder, mais en revanche, pour maîtriser son fond, c'est pas l'idéal. Mais en tout cas, via ce bouquin-là, André Figueras m'a donné envie de creuser le dossier. Notamment parce qu'il évoquait que dans le procès de Rennes, qui est donc c'est le deuxième procès à l'issue duquel Dreyfus a été condamné, il évoquait que donc, dans le cadre de ces débats-là, toutes les pièces ou tous les événements de fait établissant la culpabilité de Dreyfus étaient présents. Voilà. Donc, en tant que juriste, moi j'étais curieux, quoi, tu vois, tout simplement. Hein. Et donc j'ai lu des bouquins. J'ai commencé avec l'histoire de l'affaire Dreyfus officielle, plus précisément avec l'ouvrage de Jean-Denis Bredin, un de mes confrères. Donc j'ai lu quelques bouquins comme ça. Et je t'avoue que quand je lis ces bouquins-là, je dis c'est plié, il n'y a pas de problème. Hein, Dreyfus, il était innocent, il n'y a aucun souci. Sauf qu'à l'instar de l'affaire Pétain, je me rends compte que les cocos passent des pans gigantesques de la réalité, mais si tu veux, on passe à côté complètement, quoi, et on ne les évoque même pas. Bref, donc je commence par le classique, et puis j'ai 2-3 petites lectures anti-Dreyfusardes. J'ai 2-3 parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des lectures anti-Dreyfusardes, mine de rien, en tout cas de qualité. Et les deux points de bascule, ça a été premier petit point de bascule, le procès Zola, la sténographie du procès Zola. Mais le procès Zola ne parle pas tellement, je dirais, du fond du dossier. Le procès Zola, c'est surtout le procès de Picard, qui est d'ailleurs la principale victime de mon livre. Je pense que le mec dans mon livre qui se prend le plus de tard dans la tête, c'est ce cher colonel Picard. Hein. Mais vraiment, moi, le déclic, je vais te dire, je me rappelle très très bien, j'avais acheté sur eBay les débats judiciaires, c'est-à-dire procédure de la première révision devant la Cour de cassation, procès de Rennes et deuxième Cour de cassation. J'ajoute à cela que tous ces là je les ai achetés à l'époque sur internet. Ce que je ne savais pas, c'est que tout est disponible sur internet, sur le site Gallica, sur le site archive.org, etc. J'utilise aussi d'autres instructions d'ailleurs parallèles au débat de Dreyfus à proprement parler. Et donc j'ouvre le premier tome de la procédure en révision devant la Cour de casse.
Et donc je commence dans l'ordre et j'arrive aux dépositions de Godefroy Cavaignac et du général Roger, et puis là c'est accablant, quoi. La culpabilité ne fait absolument aucun doute, sachant qu'il n'évoque pas encore à ce moment-là la principale preuve contre Dreyfus, en tout cas l'une des principales preuves, qui est le fait qu'il a modifié son écriture pendant qu'on lui tendait la piège. Je ne détaille pas, je laisserai les gens découvrir. Ce qui sous-entendait qu'il avait écrit la pièce à conviction, etc. Bon, bref. Donc voilà, donc c'est un long processus, et puis l'affaire Dreyfus en tant que telle est absolument passionnante. C'est-à-dire que c'est un roman. Enfin, en fait, aucun écrivain au monde n'a le niveau pour créer, je dirais, une histoire comme ça, quoi. Parce que ça ne s'arrête pas en plus. Hein. C'est extrêmement volumineux, c'est titanesque comme dossier. Sans me vanter, j'ai quand même assez bien, je crois, vulgarisé, sachant qu'il y a des choses dont j'ai pas parlé, ce qui fait qu'il y a une suite à ce livre-là, je casse le suspense. Excellent. Et la suite va porter, je le dis, principalement sur les morts mystérieuses. À commencer par celle de Félix Faure, du président de la République, qui, nous dit-on, est mort lors d'un incident galant. C'est absolument faux, il s'est fait assassiner. Parle-nous de la couverture. Ah oui, très important. Où on voit un assassinat, justement. Alors ça se passe pendant le procès de Rennes. Le procès de Rennes, c'est le deuxième procès de Dreyfus. C'est-à-dire que Dreyfus est condamné en 1994. La Cour de cassation casse le premier jugement et elle renvoie devant un autre conseil de guerre qui est le conseil de Rennes. Et donc cette scène qu'on retrouve sur ma couverture se passe pendant le procès de Rennes. Et en fait, Dreyfus avait deux avocats, Maître Demange et Maître Laborie. Et le personnage qu'on se voit prendre un coup de revolver dans le dos sur ma couverture, c'est Maître Laborie, qui pendant le procès de Rennes se prend donc un coup de pistolet dans le dos. Sauf que petit problème, on n'a jamais retrouvé le mec qui a tiré, mais non seulement on n'a jamais retrouvé le mec qui a tiré, mais on n'a jamais retrouvé la balle dans le corps de l'intéressé. Et en plus de ça, 8 jours après, il revient plaider. Alors je vais te dire un truc, moi j'ai plaidé 2 fois en étant malade. Une fois c'est quelques jours après avoir fait un malaise, et j'avais la tête éclatée, tu vois. C'était un petit dossier devant le tribunal de sécurité sociale. Et la deuxième fois, c'est devant les prud'hommes, j'ai plaidé 1h30 avec la crève. Je te garantis que c'est une torture. Donc mise en scène. Torture. Donc, moi je sais ce que c'est que plaider avec la crève, donc plaider avec une balle dans le dos, tu vois, ou avec un coup de pistolet à bout portant. Faut pas me prendre pour un con. Alors revenons peut-être en fait sur le contexte, parce qu'il faut toujours démarrer, et tu l'expliques très bien dans ce livre. Nous sommes plus d'une dizaine d'années après la défaite de Sedan, donc la fin de l'empire de Napoléon III. La France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Hélas. Il y a une rivalité, une volonté déjà de revanche face à l'Allemagne, qui est toute puissante à cette époque. Il y a des enjeux politiques, pour ne pas dire géopolitiques, dans cette affaire. Alors, disons que très concrètement, il y a une rivalité franco-allemande. Elle vient des deux parties, c'est-à-dire que la France a une volonté de revanche. Attention, pas toute la France. Monsieur Jaurès, notamment, et tous ses petits camarades socialistes, eux, ne cessent d'écrire des bouquins pour dire qu'il faut abandonner l'idée de revanche et compagnie. Moi, j'étais d'accord pour abandonner l'idée de guerre de revanche, c'est-à-dire qu'il faut faire la guerre à tout prix. Mais l'idée de revanche, à savoir qu'en cas de guerre défensive, on récupère l'Alsace et la Lorraine, ça c'est criminel, d'un point de vue français, j'entends, de renoncer à cela. Mais globalement, voilà, le pays veut sa revanche, et les Allemands, quant à eux, sont dans un plan de domination mondiale. Il faut lire les ouvrages d'André Sheridan à ce sujet-là, sur le pan-germanisme. Les Allemands avaient un plan de domination mondiale, à côté de laquelle la domination des États-Unis après la guerre de 1945, c'est de la rigolade. C'est-à-dire que les Allemands avaient prévu un plan de domination sur tout, c'est-à-dire sur l'Europe de l'Est, jusqu'aux Caraïbes, sur le Moyen-Orient, mais même en Amérique du Sud, oui, quoi. Enfin, tout à fait. En se fondant sur les colonies allemandes, sur les populations allemandes, les quelques populations allemandes qu'il y a en Amérique du Sud, enfin, c'est incroyable, quoi. Il faut lire André Sheridan là-dessus. C'est vrai. Et si tu veux, le problème pour les Allemands, c'est que il faut qu'ils aient les mains libres, quoi, et que face à quelqu'un d'excité comme nous, en face, c'était plus compliqué. D'autant que la France avait à cette époque notamment, mais pas seulement, des technologies de guerre de pointe, notamment des fusils qui étaient bien plus avancés que ceux allemands, et exactement, mais aussi le fameux canon de 75. Le fameux et 220, le canon de 120 aussi, tu vois, puisque effectivement dans l'affaire Dreyfus commence par quoi? Elle commence par un document qui est intercepté par les services secrets, enfin par le contre-espionnage, qui détaille des notes qui ont été envoyées à l'attaché militaire allemand à Paris, Schwarzkoppen. Et parmi ces notes, il y a le fameux canon de 120, et on avait un mécanisme qui permettait à un canon en fait, qui effectivement donc avait un système de ressort qui permettait qu'il avait ce ressort lui permettait d'avoir une fréquence de tir plus rapide que
que donc ce qui se faisait précédemment. Voilà. Et donc ces chers teutons voulaient mettre la main sur notre secret et je crois savoir qui leur a donné une partie de ce secret. Ah, tu le révèles dans ton livre. Oui, voilà, je crois que le nom de l'intéressé est dans le titre d'ailleurs, je crois, de mon livre. Pour casser le suspense tout de suite. Alors, ce qui nous en arrive à une partie du livre que j'ai beaucoup, que j'ai trouvé intéressante, c'est que les détracteurs, enfin disons que ceux qui ont défendu Dreyfus à cette époque, ont utilisé le supposé antisémitisme, et parfois réel, de ces détracteurs, de ces attaquants. Alors, tu démontes les deux camps, en fait, dans le livre. Disons que l'antisémitisme à l'époque existait. Bien sûr. Notamment à la libre parole et compagnie, mais ça n'a eu aucun impact d'un point de vue judiciaire. Les raisons pour lesquelles initialement Dreyfus a été soupçonné dans un premier temps et condamné dans le second temps n'ont strictement rien à voir avec le fait qu'il soit juif. Pourquoi a-t-on soupçonné Dreyfus? C'est parce qu'en examinant le fameux bordereau, on en est arrivé à la conclusion que l'auteur du bordereau était un stagiaire de l'état-major qui était officier d'artillerie. Or, il n'y avait que 4 officiers d'artillerie stagiaire à l'état-major à l'époque. Et Dreyfus était le seul à être passé par l'école de pyrotechnie où avait été fait principalement d'ailleurs donc ce fameux canon de 120. C'est pour ça qu'on a soupçonné Dreyfus à l'époque. C'est pas du tout parce qu'il était juif. Et d'ailleurs, quels sont les fondements? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pièces dans le dossier. Quelles sont les pièces dans le dossier de la partie adverse qui permettent d'établir que les accusateurs de Dreyfus étaient antisémites? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que ce qu'on appelle dans le métier d'avocat des affirmations péremptoires, des affirmations dénouées de pièces, dénouées de preuves. Il n'y a strictement rien. Alors, il y a eu de l'antisémitisme d'un point de vue médiatique. Voilà. Drummond, s'en est donné à cœur joie. Henri Rochefort, homme de gauche, anticlérical, ultra-républicain, etc., s'en est donné à cœur joie. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de ce qu'on appelait à l'époque le syndicat, c'est-à-dire de ce groupement informel qui s'est mis en place pour défendre Dreyfus, donc financier, médiatique, politique, etc., était Joseph Reinach. En fait, il y avait 2 chefs, il y avait Joseph Reinach et Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred. Eh bien, Joseph Reinach, pour ceux qui connaissent Maupassant, était surnommé par Henri Rochefort boule de juif. Vous voyez, donc, il y a une réalité lorsque on évoque l'antisémitisme de l'époque, mais il n'a pas joué sur le fond des débats, sur les faits, ça n'a pas joué. Alors tu mentionnes également dans ton livre justement l'impact d'abord médiatique, mais aussi je dirais pas le scandale, mais certainement une forme d'engouement populaire à travers la population, où les pour et les contre débattaient, parfois violemment. On se souvient tous d'avoir vu cette gravure dont l'auteur m'échappe, où on voyait une famille... ils en ont parlé. Ils en ont parlé avec le petit chien avec la fourchette dans les fesses. Et petit chien comme celui-ci d'ailleurs. Mais tu mentionnes aussi l'élément sociétal dans cette France de la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, cette tension s'est traduite par des duels. Tu vois, il y a eu des duels entre Picard et le colonel Henry, le lieutenant-colonel Henry. Il y a eu des duels entre Bernard Lazare et Drummond, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un certain nombre comme ça de duels qui ont émaillé l'affaire Dreyfus. Il y a eu des polémiques extrêmement violentes dans les journaux. À l'Assemblée, Jean Jaurès s'est pris à juste titre d'ailleurs une tarte dans la gueule par un député d'extrême droite, n'est-ce pas, hein, j'ai oublié son nom d'ailleurs, de Bernis, je crois, le député de Bernis. Donc effectivement, la société a connu une sorte de schisme, on peut le dire. Et d'ailleurs, peut-être que je peux faire une petite citation, puisque j'ai le livre sous la main. Attends, c'est au début de la partie 3 que je balance ça. Ce ne sont que des citations, hein. Moi je n'invente rien, attention, hein. Je travaille pièce à l'appui, moi. J'y arrive dans un instant. Alors, que nous disent Jean Jaurès et Léon Blum, respectivement Jean Jaurès? Autour du procès, ce sont 2 fractions de la classe privilégiée qui se heurtent. Les groupements opportunistes, protestants et juifs d'un côté, les groupements cléricaux et militaires de l'autre. Léon Blum enchaîne. On ne se battait plus pour ou contre Dreyfus, pour ou contre la révision. On se battait pour ou contre la République, pour ou contre le militarisme, pour ou contre la laïcité de l'État. Voilà. Donc, j'aurais pu citer aussi Jean-Denis Bredin, donc auteur Dreyfusard. Hein. Le combat pour Dreyfus est devenu pour un grand nombre un combat contre les institutions gardiennes de la France traditionnelle.
contre l'Église, contre l'armée, qui semblait liée pour la défense de l'ancienne France. Le camp Dreyfusard tend à regrouper toutes les forces de contestation intellectuelle et politique. Les vrais républicains, les antimilitaristes, les anticléricaux, les francs-maçons, les juifs, souvent les protestants, les marginaux de tous les groupes sociaux, bref, tous ceux qui se sont rejetés ou exclus par la France traditionnelle. Et d'ailleurs, je dois dire aussi que du côté de Dreyfusard, il y a aussi eu des antisémites, notamment Urbain Goyer, qui est un personnage assez curieux, qui a commencé monarchiste et qui a fini socialiste, et qui était tout autant antimilitariste qu'antisémite, et anticatholique d'ailleurs, soit dit en passant. Et par antimilitarisme, il a défendu Dreyfus, et il a écrit un ouvrage qui est sous-titré par exemple « Est-il possible à un Français de n'être ni juif ni jésuite ?» On voit le mec qui était sur une dimension un petit peu parallèle, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, il y a eu des juifs anti-Dreyfusard. Bien sûr. Il y a eu Arthur Meyer, le chef du journal Le Gaulois, et il y a eu Gaston Polonais, qui était lui aussi un chef de presse, mais j'ai oublié le nom de son journal. Donc c'est divers et varié quand même, hein. Mais effectivement, la société a été en état de schisme, et il y a une grande violence qui s'est déployée. Mais grande violence pourquoi ? Parce que le syndicat a employé des moyens perfides. A commencé, et ça c'est quand même le fil rouge de mon livre, c'est que la défense fonde son action sur une pure fabrique de faux. C'est-à-dire que quasiment toutes les pièces principales de la partie adverse sont des faux, à commencer par le petit bleu qui soi-disant incrimine Esterhazy. Et je démontre aussi qu'il y a un très très grand nombre de faux témoins. Et tu sais, peut-être qu'un jour on portera la contradiction en disant « Mais monsieur Abozi, comment osez-vous dire que ?» alors que donc tant d'historiens se sont prononcés dans un sens inverse. Je dirais que si par historien vous entendez Marcel Thomas, Jean-André Bernard et compagnie, je pense que je les humilie un petit peu quand même dans mon ouvrage, et je ne suis pas le premier à le faire, hein. Monique Delcroix, dans son ouvrage L'affaire Dreyfus, réfutation du Louis IV, dans lequel elle ne se prononce pas sur la culpabilité de Dreyfus, mais dans lequel elle fait un travail remarquable sur la question Esterhazy. Déjà, Marcel Thomas et Jean-Denis Brenin, ils prenaient quelques essais. Je pense que j'en rajoute une nouvelle couche. C'est vrai qu'il manquerait c'est peut-être ce que tu feras dans ton prochain ouvrage, une forme d'historiographie oui. de l'affaire Dreyfus, de l'histoire de l'affaire Dreyfus, ou dans l'histoire, puisque, effectivement, et c'est la question que je vais te poser maintenant, c'est que l'importance de cette affaire, et c'est peut-être pour cela qu'il est important de lire ton livre, c'est que ce n'est pas un épiphénomène qui a duré une dizaine d'années à la fin du XIXe siècle en France, c'est que c'est un cas, c'est une affaire, c'est un cas juridique qui encore aujourd'hui est utilisé dans le langage courant, dans une forme de mythologie sociopolitique en France notamment. C'est un instrument de culpabilisation de la France véritable, pour dire les choses simplement. Et l'une des choses aussi qui m'a poussé à faire ce livre, c'est que Polanski, j'ai appris qu'il bossait sur une sorte de, je dirais pas de remake, mais pour mettre l'affaire Dreyfus, je dirais, sur nos écrans de cinéma. Ah bon ? Donc que ce type-là... Avec des actrices mineures ? Ça je ne sais pas, mais que ce type-là ose alimenter le processus de culpabilisation de la France, c'est inacceptable. C'est inacceptable, pour les raisons que nous savons. Donc, l'affaire Dreyfus est un instrument qui est utilisé pour nous faire du mal. Donc j'ai voulu remettre l'histoire à l'endroit, et sans vanter, je crois le faire. Et il y a un point aussi sur lequel j'insiste, c'est qu'en termes de note de bas de page, bon courage à mes contradicteurs. Parce que j'ai, passez-moi l'expression, bourriné en termes de note de bas de page. Tout au micro-détail est sourcé. Je cite la Cour de cassation, je cite les enquêtes et les débats judiciaires de l'époque. Je cite un maximum d'auteurs Dreyfusards pour qu'on ne me dise pas que je... Tu sais, c'est un peu comme sur Pétain. Je suis allé citer des sources émanant du système, pas des auteurs pétainistes, si tu veux, ou pro-Pétain. J'aime pas employer le mot pétainiste parce qu'il est connoté. Mais je voudrais pas qu'on m'accuse de partialité dans les débats de page que j'utilise. Et j'utilise le même matériel, soit dit en passant, que tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire Dreyfus, à savoir, je me répète, les enquêtes et débats judiciaires de l'époque. Oui, on sent bien que c'est ce qui rend le livre passionnant, c'est qu'il est écrit par un juriste qui aime l'histoire et non pas un historien. Ouais. Et je n'ai pas senti de parti pris, d'autant que tu... Il n'y en a pas.
On sent que Alfred Dreyfus ne t'est pas antipathique. Bon, il m'est pas sympathique non plus. Seulement, j'essaie d'être honnête, tu vois. Et objectivement, les anti-Dreyfusards ont toujours été coincés sur la question du mobile. Pourquoi Dreyfus a-t-il livré des documents? Ah. L'interprétation qui est la mienne, c'est qu'il a été manipulé par une femme qui s'appelle Madame Bodson, qui était une espionne qu'il fréquentait. Petite parenthèse, les historiens Dreyfusards oublient généralement de nous dire que Dreyfus fréquentait les espionnes, ce qui n'est quand même pas anodin comme détail. Hein. Bon, bref. Et que cette Madame Bodson l'a convaincu de se lancer dans ce que j'appelle, dans ce qui s'appelle de l'amorçage, c'est-à-dire je te donne un document et tu m'en rends un autre ensuite. Voilà. Et à mon avis, il s'est embourbé là-dedans, ce cher Alfred. Moi, il me fait surtout pitié Dreyfus, hein, parce que concrètement, il a flingué 5 ans de sa vie. Les conditions de détention étaient extrêmement dures, elle est du diable, et concrètement, il a vécu une humiliation absolue. Oui. Sa dégradation, je pense que ça devait être une torture physique, concrètement. Hein. Donc voilà, mais surtout les vraies raclures de l'affaire Dreyfus sont ceux qui ont essayé de le faire sortir, les Joseph Reinach. Je dis pas Mathieu Dreyfus parce que c'est son frère, donc on comprend qu'il aidait son frère, tu vois. Bon. Après, pas par tous les moyens, ça c'est un problème, mais bon, voilà, il y a quelque chose d'humain. Mais les Joseph Reinach, les Esterhazy, qui était un ingénieur Dreyfusard en vérité, payé pour prendre la place de Dreyfus, je le démontre, mais d'autres l'avaient fait avant moi, sont en passant. J'apporte pour ma part surtout des nouvelles analyses et des nouvelles conclusions, car je suis certain que Esterhazy et Picard étaient directement de mèche. Ça, c'est une conclusion un peu inédite. Mais bref, donc les Esterhazy, les Picard, les Reinach, les Jaurès, les Clémenceau, les Trarieux, les Gallifet, ce sont ces gens-là les vraies raclures de l'affaire Dreyfus. Le dossier d'espionnage initial, en vérité, je ne dis pas qu'il est anodin, il ne faut pas exagérer, mais à côté de ce qui s'est passé autour et après, c'est une piqûre de moustique. Hein. Donc, Dreyfus me fait surtout pitié, même Barrès a eu un allant de pitié quand il l'a vu au procès de Rennes. C'était pas proprement pas un traître, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un gigolo, voire un cutard, hein, excuse-moi. D'ailleurs, c'est une maladie, c'est dans le milieu national français, ce que j'appelle le national-cutardisme. Ça, c'est vraiment le mouvement dominant, mais ça, là, on est en train de digresser. La chair est faible. Voilà. Oui, très, surtout dans certains milieux, qui prétendent à certaines valeurs, soit en passant. Ah. Bref, donc. Ça s'appelle l'hypocrisie, alors. Oui, tout à fait. Le pharisianisme. Bref, Dreyfus était donc, selon moi, a été manipulé par une femme qui s'appelle Madame Bodson, sachant qu'il a fréquenté d'autres espionnes, hein, soit en passant, Madame Derry. On pourrait nous le dire, ça, quand même, de temps en temps, dans les bouquins de Dreyfusards, que Dreyfus, le vierge, fréquentait des espionnes, c'est quand même pas neutre, parce que, si tu veux, tomber dans ta vie une fois sur une fille qui bosse pour un État étranger, ça peut arriver, tu peux manquer de chance, voilà. Mais par contre, 2 fois, et encore 2 fois, c'est parce qu'on sait pas tout, hein. Peut-être que ça a été davantage... Et je précise d'ailleurs que c'est Mathieu Dreyfus, le propre frère d'Alfred, qui a indiqué au service de l'époque que Dreyfus fréquentait cette fameuse Madame Bodson. Quel était l'intérêt de Mathieu Dreyfus de le dire au service de l'époque? C'est qu'il voulait leur faire comprendre qu'il y avait un problème de son côté à elle et que c'était là que se cachait le fond de l'affaire. Alors au-delà de l'intérêt que ce livre suscite à l'évidence pour les historiens, pour les passionnés de cette époque et de l'histoire de France, moi j'y vois un lien avec la France d'aujourd'hui et le lien avec ton livre précédent qui nous montrait au fil des siècles finalement la lutte entre ce qu'est la France et ce qu'est l'anti-France. Oui, tout à fait. Comment ce livre se place dans la situation actuelle de la France? Alors, déjà, ce livre est l'illustration parfaite de la problématique dans le livre précédent. C'est-à-dire que ce livre, c'est concrètement des forces au sein de l'oligarchie, et pas que, qui défendent la France véritable, contre des forces qui, elles, défendent la Révolution, très concrètement. Et c'est donc, l'affaire Dreyfus, c'est une étape du phagocytage de la France par l'anti-France. Au même titre que la chute de Charles X, au même titre que la Révolution de 1944, au même titre que la diabolisation sous la Ve République. Bon. Donc l'affaire Dreyfus est une étape de ce long processus, processus qui est ce que j'appellerais l'épuration républicaine ou l'épuration révolutionnaire, selon laquelle les postes d'importance ne doivent pas être entre les mains de gens qui pensent bien, si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc très concrètement, cette affaire Dreyfus, donc je te le dis, c'est la mise en œuvre, c'est l'illustration de cette problématique que j'ai dégagée. Et je me répète, mais l'affaire Dreyfus, moi je me suis attaqué à ça parce que c'est un instrument de culpabilisation du peuple français. C'est utilisé par le système. Très souvent, on nous rabâche les oreilles avec ça. J'ai même des confrères, c'était Jacques Vergès, pendant l'affaire Omar Mathieu,
évoquait, il y a un siècle de cela, on avait accusé un officier de l'armée française parce qu'il était juif. Aujourd'hui, on accuse mon client parce qu'il est arabe. Enfin, tu vois, en fait, c'est quelque chose de victimaire. Ça devient mais en même temps, Voilà. c'est galvaudé. Tout à fait, tout à fait. Et je précise d'ailleurs que quand on s'attaque à l'affaire Dreyfus, tu remarqueras que jamais on évoque le fond du dossier. Strictement jamais. Absolument rien. Les témoins différents, les documents balancés, etc. Bref. Mais quelle était ta question, pardon-moi? Non, et puis, ouais, justement, c'est l'importance de cette affaire aujourd'hui. Et je voulais ajouter, pour ceux qui diraient, oui, mais au fond, c'est l'histoire de France, j'habite peut-être en Suisse ou en Allemagne ou ailleurs. Non, non, rappelons que la France, enfin, la République française est la matrice du système mondialiste globalisé qui se met en place de manière totalitaire aujourd'hui. Parce que c'est la matrice du progressisme. Exact. Tout simplement. En tout cas, dans les temps modernes. Et ce dont on souffre, c'est du progressisme, c'est-à-dire que le progrès est conçu, non pas comme le progrès technologique, civilisationnel ou que sais-je, le progrès est conçu comme une abolition du passé, en fait, très concrètement. Voilà. Et l'affaire Dreyfus donc, a été un instrument pour alimenter cela. Et de façon d'ailleurs parfaitement consciente. Hein. Quand on lit Joseph Reinach sur les réformes qui ont été introduites dans l'armée, pour que le gouvernement ait le pouvoir de nomination qui n'avait pas autrefois des généraux, et on mettra qui à la place, on mettra beaucoup de républicains et de francs-macs. Hein. Là, on est clairement là-dedans, si tu veux. Et l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, c'est un mythe mondial, parce que ça avait passionné le monde entier à l'époque. Tout à fait. Et de toute façon, posons une question toute simple. Hein. Polanski, il fait pas un film sur les croisades. Il fait pas un film sur Boudin IV de Jérusalem ou sur Godefroy de Bouillon. Il fait un film sur l'affaire Dreyfus, selon la version officielle. Donc s'il le fait, c'est que lui et ses financiers ils trouvent un intérêt, tout simplement. Hein. Moi j'attends d'ailleurs le film sur la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, tu vois. Mais bon, je vais attendre longtemps, je crois. Je crois que je vais attendre très très longtemps. Sur ce, où pouvons-nous acheter ce livre? On peut l'acheter sur le site des éditions Altitude. Qui est, rappelle-nous le site. Alors exact, je ne saurais te dire, mais tu tapes édition Altitude sur Google. Parfait. Tu le trouves. D'accord. On le mettra sous la vidéo. Beaucoup de gens l'ont trouvé parce que La France disait contre elle-même, à son échelle, a très bien marché. Et puis sinon, tu sais, dans la librairie Amir essentiellement. Alors sur Paris, tu vois, la librairie française, etc. Quoi. Pas sur Amazon. Non, on n'est pas sur Amazon. Pas encore. Non, on refuse. Pas du tout. On refuse d'aller sur Amazon. D'accord. Ils n'ont pas besoin de nous pour se faire du pognon, déjà sur les temps passants. Ça c'est vrai. Et puis l'idée de même pas traverser l'esprit bon. sur Amazon. Très bien, alors pour ceux qui feront l'effort qui en vaut la peine, donc je rappelle l'affaire Dreyfus. Alors ça, le titre est facile à se souvenir, hein. Entre farce et grosse ficelle d'Adrien Abosit. Adrien, je te souhaite beaucoup de ventes parce que c'est un livre intéressant. Moi qui suis passionné d'histoire, je me suis régalé. J'ai découvert beaucoup de choses. Et puis on va passer à une autre vidéo bientôt sur un autre chapitre très important de l'histoire. À bientôt. À bientôt.